Bonjour tout le monde, comment ça va? Moi ça va, je suis encore sur Mario Kart. Yes, 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 yes. Yes. Bah quoi? Je peux être bon aussi parfois. Mario, Snake, Joel, Lara Croft, Crash Bandicoot, Samus, la plupart d'entre vous connaissent ces personnages par cœur. Évidemment, ils n'ont plus aucun secret pour vous. C'est normal, après tant d'années à les contrôler et à suivre leurs aventures, vous finissez par plus connaître leur histoire que votre propre famille. Aujourd'hui, nous allons parler des personnages dont on ne sait quasi rien, mais qui ont brillé autant par leur charisme que par le voile énigmatique qui les entoure. Aujourd'hui, nous allons parler des personnages les plus mystérieux du jeu vidéo. Salut, c'est le Folso du montage. Je voulais simplement vous dire que là, en montant la vidéo, je me suis rendu compte que je spoil comme un gros sac certains détails de l'histoire, de certains jeux que je vais aborder. Donc, si vous ne voulez pas être spoilé, je mets un petit timecode en bas à droite à côté des titres. Comme ça, vous pourrez directement passer au jeu suivant si jamais vous avez envie de faire ce jeu en question. Voilà. Allez, bah je retourne du coup au charbon. La licence BioShock est une licence compliquée à comprendre et c'est pas avec les jumeaux Lutèce que ça va s'arranger. De leur prénom Robert et Rosalind, ils représentent la plus grande énigme de la saga BioShock. Ils sont spécialisés dans la physique quantique et sont les créateurs de la ville de Columbia qu'on explore dans BioShock Infinite. C'est grâce à eux, mais surtout Rosalind, que la ville parvient à flotter dans les airs. Ils sont présentés comme des jumeaux, mais il s'agit en réalité de la même personne venant de deux dimensions. À la suite d'un événement, ils peuvent apparaître et disparaître comme bon leur semble. Sans qu'on sache, ils nous aident dans notre aventure tout en restant très évasifs dans leur dialogue. Ils ne sont pas beaucoup présents et apparaissent dans des situations inhabituelles, mais le peu de temps où on interagit avec eux est très utile. On peut vous aider? Et plus on avance, plus on se rend compte de l'importance capitale qu'ont ces deux personnages sur tout l'univers BioShock. Pourquoi toujours des quoi? Quand la question qui compte est quand? Vie, vécu, vivra. Meurt, mort, mourra. Bizarre. Je fais vraiment le maximum pour vous en dire le moins possible. La licence BioShock repose sur un scénario philosophique tout simplement excellent quand on prend le temps de comprendre, donc je vous prie de faire ces jeux si ce n'est pas déjà fait. Mais avant de continuer, je vais vous poser une question. L'oiseau ou la cage? On va pas se mentir, les jeux Zelda n'ont pas vraiment d'histoire complexe. Il y a des temporalités différentes, des retournements de situation, mais ça reste héros doit sauver princesse du gros vilain. Les personnages qu'on rencontre sont attachants, et puis t'as Zelda Majora's Mask avec le vendeur de masques. Qui est ce personnage? On sait pas. Est-ce que c'est un ami ou un ennemi? Il a juste spawn quand Link arrive dans la tour de l'horloge du bourg-clocher. Il se dit être le propriétaire du masque de Majora que Skull Kid lui a volé, ce dernier étant possédé par le dit masque. Déjà, il a un comportement instable. On le voit dans plusieurs jeux, dont Ocarina of Time, mais dans Majora's Mask, il est l'un des seuls à se rendre compte que Link remonte le temps. Il peut sortir un orgue de nulle part, du fond de son slip je suppose. Quand on est dans la même pièce que lui, le temps s'arrête. Il semble ne connaître sauf qu'on ne l'a jamais rencontré, et il semble aussi prédire le futur. Quand on finit par vaincre le masque, le vendeur apparaît de nulle part, le récupère et s'en va. On saura jamais vraiment qui est cette personne. Certains disent que c'est la représentation de Shigeru Miyamoto de par sa ressemblance avec le visage, mais aussi car il a imposé un temps de développement très court pour ce Zelda. Un peu comme le vendeur qui nous dit qu'on n'a que 3 jours pour empêcher la fin du monde. La fin du monde! La fin du monde! Le manga montre par ailleurs le vendeur disparaître en rigolant lorsque Link lui dit « disparaît démon ». Mais il n'y a jamais eu de déclaration officielle sur ce vendeur, mais ce qui est sûr, c'est que peu importe les monstres dans ce jeu, c'est lui qui nous a mis le plus mal à l'aise. L'univers du sorceleur est doté d'une mythologie slave très forte, mais aucun personnage, aucune créature n'est aussi auréolé de mystère que Gaunter demeuré. Il se dit être un vagabond et ancien vendeur de miroirs. On le rencontre pour la première fois au tout début de l'histoire, mais c'est dans le DLC Heart of Stone qu'il est vraiment développé. C'est l'un des antagonistes les plus mémorables, tous médias confondus, je n'ai pas peur de le dire. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. On ne sait absolument rien sur cet homme. Et encore, est-ce que c'est réellement un homme? À un moment, Geralt lui demande quelle est sa véritable forme. Gaunter le dit lui-même, personne ne veut savoir qui il est réellement. Ceux qui ont voulu le découvrir sont soit morts, soit ont disparu. Vous n'êtes pas humain, c'est évident. Qu'êtes-vous? Un démon? Un djinn? Vous voulez vraiment le savoir? Oui. Non, Geralt. Pas vraiment. Pour cette fois, je vous épargne en n'exaucant pas votre souhait. Dans des parchemins, on raconte qu'il existe depuis déjà plusieurs milliers d'années et qu'il serait l'incarnation du mal. Il peut manipuler le temps, les fantômes, créer des dimensions parallèles et même marcher dans le ciel. Oh, vous êtes tout petit en bas! Mais je parie qu'il ne sait pas comment marche l'URSAF. Ça, personne ne le sait. C'est déjà pleuré.
On ne se doute à aucun moment que cet homme ait une telle importance. Les personnages qu'on rencontre et à qui on parle ont toujours des vêtements particuliers qui permettent de se détacher des autres, mais Gunther a juste des vêtements simples et une sacoche en cuir. On peut très facilement le prendre pour un simple PNJ, et ça le rend encore plus mystérieux. À chaque fois qu'on le rencontre, c'est avec une magnifique mise en scène, quasiment toujours en hauteur pour montrer qu'il a toujours le dessus. Et oui, Secret Review m'a beaucoup inspiré pour l'écriture de ce passage, à la peine de l'écrire en commentaire. Sa mission est d'exaucer le souhait des gens qu'il rencontre, mais s'il y a bien une chose dont Gunther est très doué, c'est dans la manipulation des mots et des tournures de phrases. Il arrive toujours à tourner la formulation de ses pactes à son avantage. Même Geralt s'est fait piéger. Les contrats qu'il crée ne sont jamais bénéfiques pour la victime. Il n'a qu'un but, prendre l'âme des personnes avec qui il passe un contrat. Et une fois accompli son œuvre, il s'en va en sifflotant son propre thème. Même Geralt de Rive, pendant une seconde, a un sursis de peur sur son visage. Et si Geralt a peur, les humains que nous sommes, nous, devraient être terrifiés. De prime abord, Undertale a l'air d'être une histoire assez basique. Un enfant s'aventure dans une grotte, tombe dans un trou qui l'emmène dans l'outre-monde, peuplé de monstres et doit en sortir. Mais au fur et à mesure qu'on s'intéresse au lore, on apprend de plus lourds secrets, et si vous allez encore plus loin en fouillant les fichiers du jeu, vous pouvez tomber sur W.D. Gaster. Pourquoi je vous parle des fichiers du jeu? Eh ben parce que lorsque vous commencez l'histoire, vous n'avez qu'1% de chance de tomber sur lui. Je vais expliquer. Lorsque vous commencez une partie, une valeur qui s'appelle la valeur fun s'applique et choisit aléatoirement un nombre entre 1 et 100. Cette valeur permet d'appliquer des événements spéciaux pendant votre partie. La pièce où se trouve Gaster se trouve à la valeur 66, donc 1% de chance. Il n'est mentionné que par le passeur en disant de se méfier de l'homme qui ne parle qu'avec les mains. On comprend que cette phrase mentionne la police d'écriture de Gaster, comme celle de Sans et de Papyrus. Je crois que ce martien veut communiquer. Mais si vous voulez en savoir plus sur Gaster, comme je l'ai dit avant, vous allez devoir trifouiller dans les codes du jeu. Ce que l'on sait, c'est que Gaster était l'ancien scientifique royal avant Alphys et aurait été en charge de la création du noyau. Il serait mort en tombant dans une de ses créations et depuis, il erre ça et là en étant cité que très rarement. Les autres personnages qui vous en parlent sont les Gaster's Followers, mais même eux n'apparaissent que selon une valeur de fun. Vous pouvez très bien faire toute l'aventure sans jamais entendre parler de lui. C'est puissant, c'est poétique, c'est magnifique. Et même encore plus étrange, le sprite que je vous ai montré pour illustrer Gaster, eh ben on n'est même pas sûr que c'est lui, puisque dans les fichiers, ce sprite est appelé Mystery Man. On n'a pas de forme officiellement connue, on n'a que ces deux sprites pour le représenter. Mais ça peut être aussi ça, ou bien ça. Toby Fox, le créateur, s'amuse à dissimuler un peu partout des indices sur l'identité et l'origine de Gaster, mais malgré les efforts de la communauté depuis 2015, il n'y a aucune véritable piste solide. On en saura peut-être plus avec Deltarune. Les jeux Rockstar Games ont toujours eu leur dose de paranormal pour déteindre avec le côté réaliste de l'histoire principale. Dans GTA, on a le Bigfoot ou les extraterrestres. Dans Red Dead Redemption, c'est l'homme mystérieux qui est la plus grande énigme de la série. Je l'appelle comme ça car on ne connaît même pas son prénom. On fait sa rencontre pour la première fois en plein désert. Un homme en costume 3 pièces avec un haut de forme tout en noir dans la pampa, tu te dis... C'est louche. Et en lui parlant, on se rend compte qu'il sait tout de nous. Il raconte même des événements passés qui seront présents dans le deuxième opus. Do you remember Hattie McCourt's face? Who? She was a girl Dutch Vanderlyn shot in the head on that raid on the ferry a few years back. Same one you got shot on. Dans ces missions, il donnera des choix moraux à faire. Encourager ou dissuader un homme marié à tromper sa femme, voler une nonne ou lui donner de l'argent, mais toutes ces missions auraient des similitudes avec les tentations du Christ citées dans la Bible. À chaque fois que John lui demande qui il est, l'homme esquive toujours la question ou dit ne plus s'en rappeler. What's your name? You know, it's the darndest thing. I can't remember. Lors de la dernière rencontre entre John et l'homme, ce dernier dit à plusieurs reprises que ce sera parfait ici. Lorsque la conversation se termine, John perd patience et tire 3 coups de feu sur l'homme. Il n'a rien. On dirait moi sur Valorant. Et l'endroit où l'homme disait que ce serait parfait ici sera le même endroit où John sera enterré. Mais son mystère s'épaissit dans Red Dead Redemption 2. Il existe une cabane perdue dans le bayou. Si on rentre à l'intérieur, on constate qu'il n'y a rien d'extraordinaire à part une toile au milieu de la pièce. Mais au fur et à mesure qu'on progresse dans l'histoire et en fonction de notre honneur, le contenu de la cabane évolue avec des messages des événements auxquels on a assisté et le tableau se remplit petit à petit. Jusqu'à la fin où le tableau en question révèle l'homme mystérieux. Lors de la dernière visite dans la cabane, l'homme apparaît dans le miroir derrière Arthur, sans bouger, et quand on se retourne, il disparaît. Je me chie dessus. Si on retourne encore dans cette cabane après, elle sera redevenue normale. Ce qui est perturbant sur son identité, c'est que lorsque John lui dit d'aller au diable, il nous répond qu'on le lui dit souvent. Certains pensent que cet homme serait Dieu, d'autres pensent que c'est le diable, mais aucune théorie n'a été confirmée.
Si pour les autres on a toujours eu quelques pistes d'une manière ou d'une autre, le personnage que je considère comme étant le plus mystérieux, énigmatique, étrange, c'est le G-Man. Pour ceux qui ne le connaissent pas, que sait-on de lui? Assez simple, absolument rien. Il est vêtu d'un costume bleu et tient une mallette, il dit travailler pour une organisation que le G-Man appelle ses employeurs, auxquels il agit en leur nom. Alors, me revoilà assez vite. Tout le long des 2 épisodes, et de leur extension, oui, je ne les oublie pas, le G-Man nous observe depuis une position inaccessible et il finit par marcher calmement hors de notre vue avant de disparaître. Ah ben non, je ne viens pas. Peu importe à quel moment il nous regarde, même quand la situation est instable, il est toujours d'un calme olympien. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Lorsque le centre de recherche de Black Mesa se fait dévaster par les extraterrestres et où les autres humains sont pris de panique et tentent de s'enfuir, le G-Man redresse calmement sa cravate. Comme s'il savait comment allaient se passer des choses et qu'il n'avait pas à s'inquiéter. Autre fait stupéfiant de sa part, le G-Man, c'est la Suisse. Il est neutre avec tout le monde. Parfois on le voit auprès d'ennemis sans que ceux-ci ne l'attaquent ou lui parlent. Quelquefois on le voit en train de parler à divers personnages importants de la saga qui semblent savoir des choses sur lui. Il est capable de contrôler les téléphones, les téléporteurs, les portes blindées, les ogives nucléaires. Tout va bien. Je serai pas seul, je serai avec mes 120 kilos. Et même arrêter le temps. Il a même été capable de placer Freeman en stase à 2 reprises en attendant que son heure vienne, alors que le G-Man dit recevoir des propositions intéressantes. On va te trouver du travail, tu verras, avec mes amis on trouvera du travail. Qui est-il? Que contient sa mallette? Qui sont ses employeurs? Quel est son rôle et son passé? On n'en sait absolument rien. Heureusement que tout nous sera expliqué dans Half-Life 3, hein. Bref, certains jeux ont beau être sortis il y a plusieurs années, ils ont toujours une zone d'ombre impossible à éclairer du fait de manquer de preuves et surtout de confirmation. Et dans certains cas, il y a peu de chances pour qu'on en ait. Et je trouve ça très bien en fait. Laisser faire l'imagination et l'implication de la communauté est le meilleur moyen de s'assurer que l'œuvre traversera le temps. Ces personnages que je vous ai cités ont marqué le public parce que justement, on ne sait rien sur eux, ce qui permet d'établir toutes les théories possibles. Lever le voile et donner une explication officielle reviendrait à retirer toute la magie de ces êtres et à les transformer en des personnages inintéressants. Et je sais pas vous, mais moi j'en ai pas envie. Et vous, y a-t-il d'autres personnages que je n'ai pas cités et auxquels vous avez pensé? N'hésitez pas à l'écrire en commentaire, mettez un pouce bleu, c'est très important, et vous pouvez me retrouver sur Twitch, je live très souvent. A plus!